Bonjour à vous tous, bonjour et bienvenue à une autre des belles rencontres du Salon du Livre de Trois-Rivières 2021. Alors aujourd'hui, moi je suis d'abord, pas seulement aujourd'hui, mais je suis toujours Rolande Lambert et j'ai le grand bonheur d'animer la rencontre avec une femme que vous connaissez tous sûrement, qui a toute une grande feuille de route et j'ai nommé Jocelyne Robert. Mais avant d'entrer dans le livre qu'elle nous présente, je vais vous présenter la jaquette du livre. C'est Vivre avec panache et un titre Vieillir avec accrocheur panache. avec... Qu'est-ce que j'ai dit? Vivre? Ah, Oui. lapsus, c'est un lapsus, c'est tout à Pas fait vrai, grave. je pense. C'est oui. Alors, c'est vieillir avec panache. Et je me trompe toujours sur ce titre-là parce que vous allez comprendre en cours de route la raison pour laquelle. Alors ici, il y a aussi plein de belles photos de personnes aux cheveux gris, aux cheveux blancs, et qui montrent que la vie n'est pas finie quand on vieillit. Alors, c'est les éditions de l'Homme qui ont lancé ce livre-là. Et les éditions de l'Homme, elle est baby boomer comme nous. C'est une bébé boomer parce qu'elle est née en 1957 et elle est devenue la plus grande maison d'édition ici, francophone, même en Amérique du Nord, et qui a aussi une base à Paris. Donc, Jocelyne, maintenant, nous allons entrer dans l'univers de Jocelyne Robert. Et Jocelyne Robert, c'est une sexologue. Et c'est une femme qui a beaucoup de rencontres avec beaucoup de gens de tous les âges, qui a fait beaucoup aussi des écrits en ce qui concerne la vulgarisation et l'éducation sexuelle, autant chez les jeunes que chez des personnes aux cheveux gris dans son dernier volume. La plupart de ses œuvres, de ses 15 œuvres précédentes, ne s'adressaient pas particulièrement aux vieux. On était plutôt, on est allé jusqu'aux femmes vintage, juste avant les vieux. Alors maintenant, bien, elle s'attaque, entre guillemets, à une catégorie de la population qui est depuis 2019 la plus nombreuse parce qu'on a les 65 ans et plus, on a dépassé les 15 ans et moins. Alors, nous sommes à Grey Power. Donc, bonjour Jocelyne, bonjour. C'est un grand plaisir Bonjour, pour moi de Rolande. vous c'est un grand plaisir pour moi de vous rencontrer, de vous parler et d'une réalité qui me touche. J'ai des cheveux gris, mais qui touche, comme je le disais tout à l'heure, à la grande majorité de notre population ici. Alors, pourquoi avoir choisi justement de vous adresser à cette catégorie de gens-là? D'accord. D'abord, si vous me permettez, Rolande, je vais revenir sur votre tout à fait charmant lapsus. Quand vous avez dit vivre avec panache, vous avez pas pu Oui. mieux dire. Parce que j'arrête pas dans ce livre-là de dire que nous sommes âgés, nous sommes tout aussi vivants, quel que soit notre âge, qu'on soit une personne âgée, je le dis entre guillemets, parce que c'est une expression consacrée que j'aime pas tellement. Mais donc, je vous remercie parce que ce lapsus-là est complètement dans le ton. Freud dirait là, que vous avez visé juste avec votre lapsus parce que j'en appelle dans ce livre-là au fait de cesser de considérer les personnes âgées, les vieux, les vieilles, comme si elles étaient déjà à moitié mortes, comme si elles n'étaient pas des personnes humaines à part entière. Et j'en appelle à leur droit de vivre jusqu'à la fin du voyage. Alors, pourquoi ce livre-là? Bon, d'abord, je vais vous faire une confidence que la plupart des gens connaissent pas. J'ai commencé, moi, ma carrière auprès des personnes dites aînées, âgées, qui étaient dans une résidence, en fait, dans ce qu'on appelait à l'époque, ça fait très longtemps, un centre hospitalier de soins prolongés, qui a été remplacé, ces centres-là ont été remplacés par l'appellation CHSLD. Et la direction j'étais toute jeune sexologue, m'avait appelée parce qu'on me disait, on a des problèmes, les bénéficiaires, comme on les appelait à l'époque, se rebellent,
etc. Il faut venir voir qu'est-ce qui se passe. Ils manifestent leurs besoins affectifs, érotiques, sexuels. Et donc, on m'avait appelé, puis je me suis rendu compte sur place, je devais être quelques jours, j'ai été plusieurs mois, je me suis rendu compte que les résidents, les bénéficiaires, comme on les appelait, les hommes et les femmes qui étaient là, qui étaient des personnes fragilisées, n'avaient aucun problème. C'est le personnel qui avait des problèmes parce que l'institution n'avait pas pris en compte le fait que des êtres humains fragilisés, vieux, parfois avec hypothéqués sur le plan de la santé un peu, parfois beaucoup, ça ne veut pas dire qu'on cesse d'être des hommes et des femmes. Donc, ma carrière au départ a commencé comme ça. Et puis, après, je me suis intéressée effectivement à peu près à toutes les tranches d'âge, mais en particulier aux jeunes, aux enfants, aux adolescents, aux femmes. Et depuis 10 ans déjà, je m'étais consacrée à nouveau, peut-être à cause de mon âge, mais par intérêt, je m'étais consacrée à nouveau aux personnes vieillissantes, aux seniors, et j'ai visité là, les 10 dernières années avec des conférences, une en particulier, à peu près toutes les régions du Québec, là, et j'ai rencontré des milliers de personnes entre 55, 60 et 99, 100 ans. Donc, au cours de ces années-là, j'ai bien pu constater leurs besoins, combien il y avait de l'agisme, combien on infantilisait les personnes âgées, même les personnes autonomes. Je dis même, pas dans le sens qu'on peut infantiliser les autres, mais dans le sens qu'on ne faisait pas de démarcation. Tout le monde au-dessus de 65 ans, c'était des vieux. On l'a vu aussi pendant la COVID, hein? On nous a étiquetés fragiles. Fallait faire attention à nous, les personnes âgées. Mais la COVID, justement, pour moi, ça a été le point de bascule. C'est-à-dire que au printemps de l'an 2020, quand la première vague est arrivée, nous rentrions de voyage, on était confinés. Et puis, il y a une période où mon conjoint, qui est un peu plus jeune que moi, avait le droit d'aller à l'épicerie, pas moi. Moi, j'ai 72 ans. Et là, je me suis dit, ça n'a aucun sens. Puis évidemment, bon, vous le savez comme moi, on voyait ce qui se passait avec les bâtisseurs et nos vieux et nos vieilles dans les CHSLD qui mouraient de façon tragique, par manque de soins, par manque de support, par manque de personnel qui mourait seul. Et pour moi, ça a été vraiment le coup de pied au derrière, le point de bascule. Je me suis dit, là, tout ce que j'ai accumulé depuis 10 ans au sujet de leurs besoins, aux personnes de 55, 60 ans et plus, je vais l'écrire. Et c'est vraiment sorti comme un grand cri du cœur. Un cri du cœur et de raison, parce que ça reste un essai documenté, mais c'est d'abord et avant tout un cri du cœur. Oui. Alors, vous voulez, dans le fond, réinventer la vieillesse dans le sens que la façon dont nous-mêmes, nous percevons et comment les autres nous perçoivent aussi. Parce que la vieillesse, il y a un regard qui était là depuis longtemps. C'est des gens qu'on doit ranger et qui ne sont plus utiles. Et bon, tandis que avec les baby boomers, il y a quelque chose de différent. Et je ne dis pas qu'autrefois, c'était la même chose, que les gens n'avaient plus de valeur ou qu'on les laissait de côté, mais c'est dans cette perception de la vieillesse où il faut voir que les boomers sont arrivés avec autre chose. Vous pouvez nous en parler? Vous avez tout à fait. Oui, bien sûr. Vous avez tout à fait raison. C'est-à-dire que, bon, si on fait un petit clin d'œil historique, là, rapidement, j'en fais un dans le livre. En passant, le livre se divise en 2 grandes parties. Une première partie où je pose les enjeux, hein, je place les enjeux, qu'est-ce qui se passe dans nos sociétés occidentales, comment de façon générale nous considérons, quel est notre regard sur les vieux. Donc, je parle dans la première partie de l'agisme, de l'histoire de la vieillesse, des différents agismes, parce qu'il y en a plusieurs, on pourra y revenir. Et puis, dans la deuxième partie, qui s'appelle l'action, là, je propose comment on peut changer les choses. Il y a 5 chapitres dans chaque partie et la deuxième partie porte sur le droit au plaisir, le droit à la beauté. C'est pas vrai que parce qu'on est vieux, on est laid. C'est pas vrai. Faut enlever ça de la tête. Ça aussi, on
on pourra en parler. On est différents. Donc, oui, c'est sûr que les baby boomers, sans en faire l'apologie, sans les glorifier, loin de là, c'est pas un livre qui fait l'apologie des baby boomers, mais ils sont tellement contestés, ils ont été tellement attaqués pendant, entre autres, la COVID. Tu sais, OK boomer sur les réseaux sociaux, c'était comme débarrassé, allez vous bercer un peu, fichez-nous la paix, vous avez tout pris, le beurre et l'argent du beurre. Ben, j'ai voulu aussi, dans ce chapitre-là, rappeler que, vous l'avez évoqué un peu, que les baby boomers, ils ont aussi apporté énormément à la société. Et en ce moment, si il y a quelque chose qui change par rapport justement aux égards qu'on va porter éventuellement de plus en plus aux aînés, ben c'est grâce aux baby boomers. Pourquoi? Parce que les baby boomers arrivent depuis quelques années sur la planète des vieux, si on peut appeler ça comme ça, et les baby boomers ont toujours eu de grands rêves, de grands espoirs, ont toujours eu assez confiance en eux et elles aussi, donc réclament autre chose. Ils ne veulent pas s'effacer comme des moitiés de personnes, ils veulent continuer d'avoir droit à toutes les prérogatives du vivant. Tant qu'on n'est pas mort, on a le droit à toutes les prérogatives du vivant. Et ça, il faut se rappeler que c'est pas, faut le dire, c'est pas par égoïsme qu'ils le font. Parce que probablement, moi, ce que je réclame dans ce livre-là, je verrai peut-être pas ça advenir à 100% de mon vivant, mais j'espère que pour ma fille, en vieillissant, que ce sera amélioré. Donc, ce livre-là, dans ce livre, je parle davantage, bien sûr, des boomers et des silencieux. Les silencieux qui sont les 80 et plus, je dirais, 78, 80 et plus. Mais je m'adresse à tout le monde, je parle aux plus jeunes aussi, parce qu'il faut leur dire que nous sommes tous concernés. Et c'est peut-être ça qui fait peur dans la vieillesse pour les plus jeunes. C'est un miroir, la vieillesse, le miroir de ce qu'ils sont en devenir. Et ça leur fait peur peut-être, mais ça leur fait peur peut-être aussi, entre autres, parce qu'il y a tellement de maltraitance, en deux mots, hein, pour les vieux qui n'ont pas envie de vivre ça. Alors, je pense que c'est un livre humanitaire, au fond humaniste, qui veut changer des choses, qui veut dénoncer, mais concrètement, en expliquant pourquoi il y a de l'agisme dans nos sociétés, parce que souvent, c'est plus ou moins conscient. C'est plus ou moins conscient qu'on passe les personnes de 60 ans et plus, qu'on les met dans une sorte d'apartheid, là, à part, ghettoisé. Et bon, évidemment, vous parliez aussi, vous évoquiez un petit peu l'avant. Il faut bien se comprendre, Rolande, au début du siècle, il y a 120 ans à peu près, on mourait à 50 quelques années. Hein? Les femmes, par exemple, si on prend les femmes, il y avait la ménopause, puis elles mouraient après. Alors, la vieillesse n'existait pas comme aujourd'hui. On ne vivait pas après 55 ans à peu près. On vivait rarement encore 30, 35, 40 ans, ce qui est le cas aujourd'hui. Sauf que la société n'a pas suivi, a continué à percevoir les vieux et les vieilles comme des espèces d'improductifs, plus ou moins désirables, plus ou moins inquiétants. Bon, évidemment, je suis sexologue, j'ai un chapitre important sur l'érotisme, pas plus important que d'autres, mais important. Et puis, je rappelle que c'est pas parce qu'on a 65, 70, 75 ans et plus qu'on n'est plus un homme ou une femme, qu'on n'a plus de besoins érotiques, sensoriels, sexuels parfois. Pas toujours. Il y en a qui en ont moins, il y en a qui en ont plus. Et il y a des gens qui restent pleins de libido jusqu'à 80 ans. Eh ben voilà, et ce n'est pas anormal. Et il faut cesser de voir le vieux monsieur ou la vieille dame qui, à 80 ans, se fait un amoureux et pourquoi pas un amant. Il faut cesser de le voir comme un vieux cochon ou une vieille nymphomane. Là, je reprends les expressions que j'entends trop souvent, hélas.
Oui. Alors, justement, c'est que vous parliez que mon autrefois était un petit peu moins loin que là, quand on arrivait D'accord. à 50 ans. Bon, mais c'est que nos grands-parents, on les considérait quand même. Ma grand-mère Oui, était très active. Elle est décédée à 90 ans. Elle faisait encore son jardin. Elle était très présente. Quand même, on avait beaucoup d'admiration pour elle. Mais il reste quand même que l'ensemble de la population qui vieillit actuellement, dont la nôtre, c'est certain qu'on a vécu autre chose que cette génération-là. Et dans votre livre, d'ailleurs, vous nous appelez les moutons noirs à la crinière blanche. Et j'aime bien cette appellation-là. oui, Et là-dedans, vous nous oui, dites aussi que on est les L, liberté, libéralité et, mon Dieu, il y en a un autre, libération. Alors, libération. c'est ça, nous, on a vécu ça avec toute la révolution tranquille et tout ce qui a découlé Oui, de ça. C'est certain que on tient à ce que cette vie-là, qui a été très active pour nous, on la continue, on veut qu'elle continue bien longtemps, sûr, et c'est tout bien à fait sûr. normal. Et de voir qu'il y a une finalité avec ça, ça ne nous tente pas du tout. Est-ce qu'on peut vivre avec ça? Ou est-ce que pour nous, les limites de la vieillesse vont être beaucoup plus lointaines? Ben, c'est-à-dire que la vieillesse, c'est un concept flou, hein, puis c'est un concept élastique. Hier ou avant-hier, je faisais une émission de télé, puis il y avait Louise Deschâtelet qui était là, qui a 75 ans. Je le dis parce qu'elle le dit elle-même. Bon, elle disait à une autre participante sur l'émission, elle disait qui était plus jeune, elle lui disait, écoute, la vieillesse, bon, on entend ça assez souvent, c'est dans la tête, on est vieux. C'est vrai qu'il y a des gens qui sont vieux, qui sont un peu poussiéreux à 40 ans, puis bon, puis c'est vrai qu'il y a des vieux et des vieilles qui sont très pimpants et très jeunes de cœur et très dans l'action beaucoup plus tard. Cela dit, je pense que socialement, hein, dans nos sociétés, on peut à peu près dire qu'on devient vieux parce que c'est fixé comme ça, autour de 65 ans, à l'âge où les industries, les employeurs mettent les gens à la retraite finalement, à l'âge où on reçoit notre fameuse pension du Canada, là, qui s'appelle d'ailleurs pension de vieillesse. On a tous et toutes un gros choc quand on reçoit ça pour la première fois, hein, parce que moi, en tout cas, quand j'ai reçu ça, je me suis dit, mon Dieu, je suis pas vieille, mais j'ai réalisé que j'avais de la misère avec le mot vieille et vieux, comme à peu près tout le monde. Et puis, je Mhm. réfléchis à ça dans le livre. Pourquoi le mot vieux, vieille, vieillesse, vieillir, dans ce mot-là, moi j'aime beaucoup réfléchir sur les mots. Il y a la particule vie. Vie. Mhm. Donc, ça commence par vie, vieillir. Donc, c'est vivant, comme vous l'avez encore une fois évoqué au début dans votre petit lapsus sur le titre. Donc, on dirait que les mots ont été inventés, en tout cas dans la langue française, pour nous rappeler qu'on restait encore vivant, même si on avait un grand âge, on est toujours vivant. Et ce que je dis parfois un peu simplement, c'est que au fond, dans l'existence, si on peut dire, et c'est pas très compliqué, il y a les vivants et puis il y a les morts. C'est pas compliqué, c'est ça. Il y a la vie, puis au bout de la vie, il y a la mort. Et tant que nous sommes du côté de la vie, ben on est un être qui a, je me répète parce que c'est important, qui a le droit à toutes les prérogatives du vivant. Et pourquoi le mot vieux, vieille me dérangeait, moi comme d'autres? Ben c'est parce que socialement, c'est un mot tabou. Dans nos sociétés consuméristes, dans nos sociétés qui privilégient la jeunesse éternelle, la beauté, mais la beauté selon certains stéréotypes culturels, hein, de ventre plat, Mhm. de chair ferme, de seins bétonnés, de sexe performant, ben c'est sûr qu'on n'est plus là. Mais on est quand même des êtres vivants. On est un peu plus lent à tout, surtout à tous égards. Et ça, c'est intéressant de noter. Encore un exemple il n'y a pas longtemps, puis vous avez dû vivre ça ou le constater, il y avait une dame âgée, je ne sais pas quel âge, à la caisse, plus âgée que moi en tout cas, à la caisse d'un supermarché. Et c'était long, elle comptait son argent. Elle n'avait pas de Mhm. carte, puis elle comptait son argent et les gens s'impatientaient.
Et ça m'a vraiment, pour une rare, je l'ai vu souvent avant, mais je remarquais pas trop. Et là, comme je suis beaucoup là-dedans, je me suis dit, c'est extraordinaire comme on a de la misère avec la lenteur, comme on a de la misère, comme on vit effrénément sur un tapis roulant. Et et puis les vieilles, ben ça dérange aussi parce que c'est un peu plus lent. Mais c'est formidable d'être un peu plus lent. On a le temps de savourer, de s'arrêter. Il y a une sensualité liée à ça. Alors, pensons-y un peu. Et une autre affaire que je veux pas oublier de mentionner, Rolande, c'est que pourquoi on a tant de misère avec le mot vieille? Je vous donne un autre exemple. Dans ce livre, Vieillir avec panache, je donne beaucoup d'exemples de personnes âgées connues qui sont très productives, créatrices, performantes même jusqu'à un certain point. Mais je donne aussi des exemples pour que les gens regardent autour d'eux et d'elles un peu de personnes inconnues que moi je connais, mais pas connues du grand public. Donc, je pense il y a une Marjolaine dans mon livre que je nomme qui a 82 ans. Et quand je l'ai nommée puis que j'ai raconté qui elle était et ce qu'elle faisait sur une petite page, une demi-page, je lui ai bien sûr demandé son autorisation, c'est son vrai prénom. Je parle de son travail, c'est son vrai travail. Et puis, évidemment, quand le livre est sorti, avant même qu'il paraisse en librairie, je le lui ai fait envoyer pour la remercier. Et elle m'a téléphoné le lendemain, elle l'avait lu dans la nuit. Et la nuit suivante qu'elle l'avait reçu, elle m'a dit, j'ai pas été capable d'arrêter, je me suis assise devant mon foyer avec un petit verre de vin. Hein? Quand on est vieux, on a le droit de savourer un petit verre de vin lentement. C'est tellement bon, cette lenteur. Alors, elle m'a dit, et j'ai pris conscience que je déteste le mot vieux et vieille, que tu m'appelles une vieille dans ton livre, et je déteste ce mot, et je ne sais pas pourquoi. Ça, c'est intéressant comme. Pourquoi? Parce que le vieux, la vieillesse, vieillir, ça n'est pas nommé la plupart du temps. C'est pas par hasard qu'on appelle les vieux, les vieilles, les personnes âgées, les aînés, on a entendu tellement parler, faisons attention à nos aînés, faisons attention à nos personnes âgées. J'ai rien contre ça, là. Je comprends mais il faut au moins prendre conscience que ce sont des euphémismes qui édulcorent un peu la réalité. Puis à partir du moment où on refuse de nommer une réalité, ben, cette réalité-là n'existe pas. Or, comme par hasard, la vieillesse, on ne la nomme pas dans nos sociétés, on a peur de la nommer, et comme par hasard, on la traite très mal, comme si elle n'existe pas. Et ça, je trouve ça important. Et je pense que vous avez compris, Rolande, votre sensibilité. J'ai dit votre sensibilité, j'ai pas dit votre âge, là. Je pense que tout le monde peut comprendre ça. Que entre vous et moi, personne âgée, ça veut rien dire. Tout le monde est une personne âgée d'un nombre d'années. Autant mon arrière-petite-fille de 2 ans est une fillette âgée, est une personne âgée de 2 ans. Donc, dans le fond, ça veut rien dire. Aînée. Moi, j'ai 72 ans. Je suis une cadette de 7 enfants. Je ne sais pas ce que c'est qu'être aînée. Et autour de moi, j'ai des cadettes, bien sûr, dans la société. J'ai des aînés aussi. Donc, pour moi, aînée, je compte sur ma petite fille, mon arrière-petite-fille qui vient d'avoir un petit frère. Je compte sur elle, elle a 2 ans et 2 mois, pour m'expliquer ce que c'est que d'être une aînée. Donc, je me dis, pourquoi cherche-t-on autant d'euphémismes, autant de petits mots là, qui effacent une réalité, qui effacent le fait que nous sommes vieux. Bien sûr, il y a des jeunes vieux, il y a des vieux performants. Moi, je pense que les boomers, dans mon livre, en tout cas, je les appelle les jeunes vieux, puis j'appelle les plus vieux les vieux, et c'est pas péjoratif. C'est une réalité, et c'est pas moins glorifiant pour autant. Oui. De toute façon, tout à l'heure, vous parliez qu'autrefois, les vieux avaient 50 ans. Maintenant, ils en ont 100 et un peu plus. La vieillesse est longue. Donc, on a tout avantage à apprécier cet état de vie qui, dans le fond, nous donne énormément de liberté, nous donne la possibilité de choisir. C'est sûr qu'on peut avoir certains handicaps. Il y a des choses, la maladie, des fois des choses comme ça. Mais au moins,
quand on peut faire des petites choses et les apprécier, c'est merveilleux. Mais il y a aussi le pouvoir des mots dont vous parliez. Les mots, d'après les cultures, peuvent être très différents parce que la Oui, vieillesse chez les Autochtones, par contre, c'est pas la même chose qu'ici. Je connais une coucoume qui est très vivante, qui va encore dans oui, les territoires de chasse, qui a au-dessus de 80 et qui est extraordinaire et qui a un respect oui, énorme de la part de ses enfants et petits-enfants. de son Et ça entourage, oui. ici aussi, c'est sûr que la structure familiale a changé beaucoup aussi dans notre vie actuelle. Vous le faites remarquer d'ailleurs qu'avant, on avait l'aïeul et puis ensuite les enfants, les petits-enfants, tout ça. Maintenant, c'est pas mal plus diversifié que ça. Et il y a beaucoup plus Oui, de oui, gens autour de l'enfant dans différentes directions. Alors, on est vraiment dans des oui, oui. paradigmes de vie très différent. Très différent. La Ah non. société s'est grandement transformée. Moi, je me rappelle quand j'étais petite, il y avait plein d'enfants et très peu de grands-parents. Moi, mes grands-parents sont morts très jeunes. Et maintenant, c'est le contraire. Il y a plein de grands-parents et il y a très peu beaucoup moins d'enfants. C'est sûr que, comme vous dites si bien, le paradigme a grandement changé. Là, ça n'a plus rien à voir. Et puis Oui. les mots, c'est important. Mais c'est important surtout pour prendre conscience. Une fois qu'on a pris conscience de certaines choses, je trouve que on peut essayer de changer des choses. On peut, en tout cas, en avoir le goût. Vous parliez de la liberté. La liberté qu'on peut avoir après 65 ans quand on prend sa retraite, c'est un mot que j'aime pas non plus, parce que la retraite, faut bien comprendre que c'est pas se retirer de la vie, hein. Ça peut être parfois se retirer d'un certain univers, d'un certain travail, mais la plupart du temps, on va rester productif dans autre chose. Combien de personnes de 60, 65 ans et plus travaillent, hein, sont créateurs dans d'autres domaines Mhm. qu'ils n'ont jamais exploré avant et qui tout à coup ils ont envie d'explorer puis ils se disent c'est le temps. Et ça, je trouve ça intéressant, Ouais. le concept de liberté. J'en parle aussi parce que parfois les personnes âgées que je rencontre me disent on a beaucoup de temps de loisirs, puis des fois c'est ennuyant. Ben, je pense qu'il faut transformer cette idée-là. Le temps de loisir, il faut le transformer en temps de liberté, en temps de temps que l'on s'accorde. Et puis surtout, Mhm. il faut d'abord ne pas se laisser tasser si on veut pas se laisser tasser. On a le droit. Donc, mais vous savez, très souvent, je l'ai peut-être dit au début, peut-être que je vais me répéter un peu, mais je dis que l'objectif premier de ce livre-là, c'est de changer la perception que les sociétés ont sur les vieux et les vieilles, mais c'est aussi, Oui. par ricochet, de transformer la perception qu'on a de soi-même quand on est vieux et vieille. Parce que très Ouais. souvent, les diktats sociaux ont été tellement forts qu'on a fini par se convaincre soi-même qu'on avait moins de valeur. Parfois même, je rencontre des gens qui ont le sentiment de ne plus avoir aucune valeur, alors qu'ils sont là, ils sont bien, ils ont toutes leurs facultés. Il n'y a pas de raison que ce soit comme ça. Si vous prenez, je donne aussi cet exemple-là dans le livre, si vous prenez un billet de 20 $ Hollande et que vous Mhm. dites, Mhm. vous faites une métaphore et vous vous dites, disons que ce 20 $-là, j'en ai pas à portée de la main, mais je suis trop pauvre. Oui. Disons que ce 20 $ représente la perception que j'ai de moi-même, le sentiment de la perception de ma valeur. Bien, vous aurez beau le froisser, l'user, le piétiner, vous pourriez l'empoussiérer, piler dessus, le piétiner. Quand vous allez l'ouvrir, le déballer, le repasser, le déplier, puis que vous vous dites, il a combien de valeur maintenant, ce billet? Ben, Ça n'a pas il a changé. toujours la ça n'a pas changé. Et souvent, j'utilise des métaphores comme ça dans mes rencontres avec les gens, quand je suis devant des grosses salles, pour leur montrer émotivement, affectivement, pas avec la raison, avec le cœur, avec les émotions, pour qu'ils sentent
que la valeur d'une personne n'a rien à voir avec son âge, mais rien. Et ça, c'est un diktat qu'on a intériorisé, hélas, dans notre univers, puis dont il faut absolument se débarrasser. Puis une dernière petite chose pour faire davantage le lien avec ce que vous disiez. C'est vrai qu'encore dans certaines cultures, par exemple dans la culture autochtone, dans certaines cultures africaines encore de nos jours, on connaît notre beau Boucard Diouf qui parle souvent de son grand-père. Bon, alors c'est vrai qu'il y a encore une sorte de grand respect, une grande considération pour les personnes âgées. Mais attention, ça change et dans la plupart des sociétés, en tout cas dans les sociétés occidentales, prenons le Japon, qui il n'y a pas si longtemps considérait ces personnes âgées un peu sur un piédestal, ça n'est plus le cas. Pendant la COVID, le ministre dont j'oublie le nom, là, un ministre japonais, a carrément dit, bon, ben, de toute façon, leur vie est finie, qu'ils meurent, tu sais. Il a dit ça, à peu près comme je viens de le dire, là. Alors, ça, malheureusement, le monde, l'univers s'occidentalise et charrie de plus en plus ces valeurs occidentales qui sont pas toujours reluisantes. Alors, si on veut que nos valeurs occidentales reluisent un peu plus et soient des valeurs lumineuses, ben, il faut commencer par se regarder le nombril puis dire comment ça se fait qu'on est comme ça? Qu'est-ce que c'est cette manière de traiter nos êtres humains plus âgés? Je m'excuse, je me joue dans l'oreille, là, j'ai mon AirPod pour parler français qui me glisse des oreilles. Donc, c'est ça, voilà. Et puis, au fond, c'est un livre qui dénonce l'agisme, qui le démontre surtout, qui démontre comment il est réel, qui ensuite le dénonce et qui, dans un troisième temps, dit qu'est-ce qu'on peut faire pour changer les choses. Et pour ça, nous sommes tous concernés, autant nos enfants de 50 ans ou nos petits-enfants dans la vingtaine. Oui, d'autant plus que vous mettez un tableau là de tous les pays et la relation avec les aînés. Et au Canada, ben le Japon effectivement est le plus bas, mais le Canada, sixième peut-être, cinquième, sixième du bas là. Oui. Alors on a encore beaucoup de travail à faire là. Mais bon, il faut avoir de l'espoir, n'est-ce pas? Mais vous savez, oui, il faut avoir de l'espoir. Oui, juste une petite chose, une petite parenthèse, Roland. C'est vrai que j'ai mis ce tableau-là, mais j'attire votre attention. Il faut faire attention, hein, parce que j'ai vu, moi, de mes yeux vus, on se rend compte, par exemple, que les Canadiens, hein, si on regarde Statistique Canada, les Canadiens qui viennent de minorités culturelles, là, si on peut les appeler comme ça, vivent plus souvent avec leurs enfants à la maison que les Canadiens de souche. Et on est porté à se dire d'abord, ah mon Dieu, ils sont beaucoup plus ouverts, respectueux que nous. Il faut faire attention parce que ça n'est pas, je dis ça parce que je l'ai vu, là. Je ne veux pas généraliser non plus, mais il y a aussi des cultures où on garde les vieux, mais on les traite pas nécessairement bien à la maison. Vous comprenez ce que je veux dire? Okay. Alors, il faut faire attention. Oui. Reste que le tableau a une valeur quand même de représentation là, du fait qu'on parque nos vieux. Voilà. Effectivement. Alors, comme vous disiez tout à l'heure aussi, dans votre livre, vous avez deux volets, celui des enjeux et celui de l'action. Alors, si on passait à l'action, parce que le temps passe aussi, là, ça court. Oui, alors, on a, entre autres, le premier élément dont vous parlez, c'est l'érotisme, que vous appelez la vie qui applaudit. Alors, comme vous mentionnez tantôt, il y a différentes façons, même ça peut aller jusqu'à la fécondité créative, là. Bon, mais il reste quand même que c'est un tabou dont souvent on ne veut pas parler quand il est question de vieux. Alors, comment expliquer que ça continue quand même? Et vous parliez aussi du côté des gens qui ne comprennent pas et qui disent, bon, qu'on a peur de ça, là. Alors, et pourtant, la sexualité existe toujours et elle peut être vivante très longtemps. Moi, je connais même quelqu'un dont les parents avaient 100 ans et la dame se plaignait que son mari avait de la difficulté à la satisfaire à cet âge-là.
Ben, c'est possible, n'est-ce Ouais. pas? Tu vois, on est porté à rire. On est porté à rire Oui, parce que c'est oui, de l'inédit. Je donne un exemple voilà, semblable à celui que vous donnez dans le livre, Madame Rosa, qui m'a aussi oui. autorisé à l'époque à publier sa Mmh. lettre. Et vous avez totalement raison. Puis c'est pour ça que j'ai commencé ce chapitre, cette partie du livre-là avec l'érotisme, parce que c'est ça qui est le plus tabou. C'est le plus Oui. tabou. Il faut comprendre que, je l'ai évoqué un petit peu tantôt, vous dites pourquoi, on se dit pourquoi c'est comme ça. Je pense qu'il y a deux grandes raisons, hein, il y a deux grandes explications. Société qui valorise la jeunesse. Donc, si on valorise la Mmh. jeunesse, on valorise la sexualité qui peut être féconde, la sexualité des jeunes beaux, en santé, riches et bronzés de préférence, et la société de performance. Ça, c'est les deux grands points de nos sociétés actuelles. Hein. Le modèle sexuel dominant, c'est un modèle sexuel réservé aux beaux et aux jeunes. On n'a qu'à regarder autour de soi. Et c'est un modèle sexuel de performance, d'efficacité. Or, les personnes âgées, les vieux, les vieilles ne correspondent pas à ça. C'est sûr, les choses changent. Mmh. On n'a pas la même sexualité à 15 ans, qu'à 40 ans, qu'à 80 ans, c'est évident. Cela dit, chaque personne est unique. J'ai rencontré plusieurs personnes très âgées, semblables à l'exemple que vous venez d'évoquer, c'est-à-dire qu'il y avait une libido extrêmement puissante, hommes et femmes, pas que des hommes, je tiens à le dire. D'ailleurs, en vieillissant, Mmh. la réponse sexuelle change beaucoup moins chez la femme que chez l'homme, en passant. Je ne veux Mmh. pas trop m'étendre là-dessus, là. C'est pas le but de notre rencontre, c'est pas le but du livre, mais c'est important de le mentionner. Donc, il y a un éventail de possibilités. Eh bien, la sexualité, elle est là. Oui, on peut choisir de ne plus la vivre sur le plan, par exemple, relationnel et génital. Ça peut être un choix, ou parfois, c'est pas un choix. Parfois, la vie a fait qu'on est malade, on est fragilisé, la réponse sexuelle n'est plus la même, le désir est plus ou moins affaibli. Mais très souvent, c'est toujours là, c'est comme endormi et on se dit, on n'a plus droit à ça. Et ça n'est Mmh. pas vrai. Si ça nous Ouais. apporte du plaisir, si ça nous apporte du mieux-être, on y a toujours droit à sa manière, dans la mesure où, si cette sexualité est partagée, que ce soit dans le respect de soi et de l'autre. Combien de fois j'ai vu des personnes vieilles, des hommes et des femmes, se flirter, tomber en amour. Parfois, ils étaient dans la même résidence. Et dès que les enfants de ces personnes-là apprenaient ça, qu'est-ce qu'on disait? On disait, c'est pas possible, pas ma mère. Ça se peut pas, il a sûrement abusé d'elle. Hein? Bon, c'est sûr que ça peut arriver, ça. Il faut Ouais. la poser, la question. Il ne faut pas statuer d'emblée que notre mère de 75-80 ans, elle est nécessairement sénile parce que c'est pas ce qu'elle fait. Elle sait peut-être, Mmh. et la plupart du temps, c'est très bien ce qu'elle fait. Et puis en plus, on remarque, sur le plan de la santé, que les personnes âgées qui s'éveillent au désir, à la sexualité, à la sensualité, parfois simplement à la sensorialité, au plaisir de se blottir sur un corps chaud, au plaisir d'avoir des petits pieds froids sur les mollets. Bon, ça, il y a des répercussions notables sur la santé. Le fait de se sentir unique, de se sentir désirable, de sentir que quelqu'un nous traite comme une autre personne importante, ben, les gens prennent moins de médicaments, prennent moins de comprimés pour dormir, ont plus d'intérêt pour la vie. Ça réveille tout l'intérêt à la vie. Donc, il faut se le rappeler, ça. La sexualité, l'Organisation mondiale de la santé le reconnaît depuis les années 80. Ça fait partie de la santé et nul n'a le droit d'imposer à une personne, quel que soit son âge, l'austérité et la sexualité, l'apostrophe. Là. Par contre, si une Oui. personne le choisit librement, oui, en fait, il n'y a pas de normalité avec un grand N. La normalité, jusqu'à la mort, jusqu'à la très grande vieillesse, c'est de vivre son érotisme, sa sexualité dans le respect, le consentement, la réciprocité s'il y a une personne en présence. Donc, j'ai commencé avec ce chapitre-là, oui, parce que c'est très tabou et ça représente, je l'ai constaté, beaucoup plus de souffrance qu'on ne le croit.
Les vieux, les vieilles ont un besoin viscéral, fondamental d'être perçus, d'être regardés, pas comme des enfants, pas comme des gens asexués, mais comme des hommes et des femmes jusqu'au bout Mhm. du voyage, même s'ils sont seuls, même si, surtout s'ils sont seuls. C'est pas parce qu'on est seul qu'on n'existe plus. Comme homme ou comme femme. Ça. Et puis là-dedans, si vous permettez, parce que je ne veux pas oublier d'en parler, je sais que le temps file, là-dedans, il y a de l'agisme aussi. Vous savez, je Oui. dis dans le livre, je le dis rapidement, pour moi, il y a 3 formes d'agisme. Il y a ce que j'appelle la gérontophobie, la peur de vieillir. On a peur, ça nous fait peur, on ne veut pas devenir comme ça, on trouve ça laid, on trouve ça wash. Bon, la peur de vieillir. Voir pourquoi, vous le lirez dans le livre. Si vous n'avez pas l'acheter, ce n'est pas Mhm. grave, vous l'emprunterez à la bibliothèque. Bon, alors, il y a cet agisme-là. Il y a aussi un agisme qui est la boomerophobie. On en a parlé un peu, l'espèce de détestation des boomers qu'on considère comme responsables de tout, les égoïstes qui ont tout eu, puis qui sont partis avec le beurre et l'argent du beurre. Il y a la gérontophobie, la boomerophobie. Et il y a ce que j'appelle l'agisme bienveillant. C'est le plus répandu. C'est un agisme plus ou moins conscient. C'est l'agisme, jamais quelqu'un va vous dire je suis raciste, jamais quelqu'un va vous dire j'haïs les vieux non plus. Ça ne se dit pas. Mais l'agisme bienveillant, c'est cet agisme qui est enrobé dans du papier cadeau. C'est cet agisme qui souvent infantilise les vieux. Et ça, comment ça s'exprime? Ça s'exprime par, en tout cas dans les résidences, ben voyons, ma petite Françoise, là, qu'est-ce que tu as fait? Tu as fait un gros dégât, tu pourras pas aller au salon ce soir avec les autres, regarde de quoi tu as l'air. Ou on parle aux personnes âgées comme si Mhm. elles étaient des enfants de 2 ans. Et ça, les études le montrent, les personnes âgées détestent ça. Elles se sentent Oui. amoindries quand on s'adresse à elles comme ça. Elles se sentent des moins que rien. Elles se sentent dévalorisées et on n'a pas le droit. Ça, c'est de l'agisme aussi, que j'appelle Oui. l'agisme qui se veut bienveillant. Et ça, il faut en prendre comme conscience de ça, qu'on aborde souvent en les infantilisant. Soit, il y a quelque chose de pas normal dans notre attitude, de pas sain dans notre attitude avec les personnes âgées, soit on les infantilise, soit on les pense vulnérables ou encore pire, incapables de décider quoi que ce soit. Et c'est vraiment à remettre en cause. Vraiment, vraiment, vraiment. Si on veut une société plus sereine, il faut le faire. Oui. Alors là, il y a un thème que vous avez abordé un petit peu là, tout à l'heure, c'est la beauté. La beauté, c'est relatif, c'est Oui, bien évident. Et vous apportez oui. une notion que je ne connaissais pas, les neurones miroirs. C'est Oui. particulier. Alors, est-ce que vous pourriez nous en donner un petit peu une idée de ce que c'est? Ah, au fond, moi, c'est parce que j'associe beaucoup la beauté à la capacité de s'émouvoir. Pour moi, par exemple, quand les gens me disent qu'est-ce qu'il faut faire pour qu'un couple dure ou pour que l'érotisme demeure, pour que le désir ne parte pas, je dis souvent, je pense qu'il n'y a pas de recette concrète là. La seule recette que moi je vois, c'est l'admiration. Quand on continue d'admirer quelqu'un, d'être fasciné par une personne, l'amour et le désir risquent de subsister beaucoup plus que si on est avec une personne parce qu'elle a des seins en forme de poire ou des fesses en forme de pomme ou bon, d'accord? Alors les neurones miroirs, c'est ce qui fait que la personne qui est devant soi, ça a été découvert par Rizzolatti, j'espère que je dis bien son nom, c'est un Italien, qui s'est rendu compte que dans le cerveau, il y a des neurones qui font que l'on reproduit l'émotion que l'autre nous transmet. C'est-à-dire, si je suis devant vous, Rolande, et que vous avez de la peine, ben mon visage, si je suis connectée avec vous, mon Mhm. visage risque de faire les mêmes mimiques que vous. Et ça, je ne Oui. le décide pas.
ça se fait automatiquement. C'est fort intéressant parce que parfois on pense qu'on séduit juste par la fixité. Hein? On va penser que la beauté, c'est quelque chose de fixe, de statique, des traits bien réguliers, bon, jeunes, à la Madonna, là, qui arrête pas de se faire refaire la face pour avoir toujours le même visage à 55 ans. Bon, mais moi, je pense que la beauté, c'est beaucoup dans l'émotion qui se transmet dans notre visage, dans notre corps, dans nos mouvements, par l'activité de ces neurones miroirs-là. Je donne l'exemple dans le livre de Madame Bush qui était devant des sinistrés un jour, qui faisait un discours où elle disait combien elle avait de la peine. Évidemment, elle était devant un groupe de sinistrés qui faisait pas partie de sa culture à elle, donc qui se connectait beaucoup à ce qu'elle dégageait. Et ils ont tous reçu qu'elle était en colère parce qu'il n'y avait aucun mouvement, aucune répercussion de leur peine sur son visage. Et attention, ça ne veut pas dire qu'elle n'était pas sincère, qu'elle n'avait pas de peine, mais les directives des neurones miroirs à l'effet de reproduire cette sincérité-là dans les traits, dans les micro-mouvements du visage, ne fonctionnaient plus. Et je pense que la beauté, c'est beaucoup ça, cette capacité de s'émouvoir et que l'autre personne devant soi le perçoive. Par exemple, l'exemple que je donne souvent, on sait par exemple que dans un couple, homme, femme, peu importe, là, hétérosexualité, homosexualité, au-delà de la rencontre intime, ce qui satisfait le ou la partenaire, c'est beaucoup moins la mécanique sexuelle, et ça c'est intéressant pour les personnes âgées, que le fait d'être désiré. Le fait d'être considéré comme unique, c'est ça qui est le plus satisfaisant. À tous les âges. Parce que les êtres humains ont besoin que leurs relations, ils ne sont pas dans la vie pour strictement la procréation, ils ont besoin que leurs relations intimes fassent du sens, donnent de la saveur, illuminent leur estime d'eux-mêmes d'abord, et puis leur vie. Oui. Et là, on n'a pas le temps de faire le tour de tout ce qu'il y a dans votre livre. De toute façon, il faut que les gens l'achètent. Là. Il y a bien des belles choses là-dedans. Mais il y a quelque chose, oui, mais il y a quelque chose qui est important, c'est la peur. Cette peur qu'on a souvent au fond du cœur, qu'il faut dépasser, parce que ça aussi, je vous laisse en parler. Oui, ben, j'ai un chapitre important sur la peur parce que, bon, à tous âges, il y a des gens qui ont une peur, espèce de viscérale, là, qui ont peur de tout. Et en vieillissant, surtout si on a été des gens avec un tempérament qui avait peur du regard des autres, peur du jugement, peur des qu'on dira-t-on, très souvent, ça peut augmenter en vieillissant. Alors, il faut prendre conscience de ça. Combien de fois je croisais des personnes, moi, qui marchaient un peu courbées, un peu le long des murs. Et c'est pas parce qu'elles étaient déficitaires sur le plan de la santé, c'est la peur qui s'inscrit dans le corps et qui fait qu'on ne s'ouvre pas, qu'on va avoir peur de solliciter quelqu'un pour une activité ou une amitié. On a peur de recevoir un rejet, on a peur de se faire dire non. Les personnes âgées, malheureusement, la peur est souvent, pas pour tous et de moins en moins, là, ça change un peu, mais très, très présente. Peur de décevoir leurs enfants, peur d'être jugés, peur qu'on les prenne pour des vrais hurluberlus. Je pense qu'il faut démolir, là, il faut vraiment frapper dans cette peur. Puis j'essaie dans le livre de donner des petits moyens, même si c'est un essai, là, ce livre-là, il y a une partie quand même où il y a des petites solutions, pas des solutions, des pistes et des suggestions assez pratiques, puis je pense qu'ils peuvent être profitables, qui sont pas énormes. Parfois, il s'agit d'une petite chose. Tu sais, on peut se dire, par exemple, aujourd'hui, j'ai toujours un peu, je sais pas, moi, la chienne de faire telle ou telle chose, puis dans le fond, je sais pas trop pourquoi, ben, je vais le faire. Je vais faire un bout là-dedans. Alors, c'est petit à petit, hein. Je ne sais pas qui a dit, c'est pierre par pierre qu'on transporte les montagnes, hein, c'est pas d'un seul coup. Alors, je pense qu'on va pouvoir changer les choses pierre par pierre. Oui, une peur à la fois, dans le fond, là, c'est ce que vous donnez aussi comme, oui, puis comme façon de se rendre faire. compte que la peur, c'est ce qui nous paralyse le plus. La peur, ça paralyse. La peur, et ça, à tout âge. Moi, j'ai souvent dit aux adolescents, la peur, c'est terrible parce que la peur, ça immobilise, ça paralyse. À partir du moment où on a peur, on ne bouge plus, on fige, on n'ose plus, on ne va plus vers l'autre.
on a peur de tout. Dans le livre, je donne aussi, si je me souviens bien, je me rappelle plus à quel chapitre, l'exemple d'une dame qui savait qu'un homme qu'elle avait beaucoup, Oui, beaucoup aimé plus jeune ouais, était veuf, puis elle avait envie de le recontacter, puis pendant ouais, longtemps, longtemps, elle n'osait pas, elle avait peur du rejet, elle avait peur qu'il apprenne pour une cinglée, elle avait peur qu'il lui dise, ben voyons donc, qu'est-ce que tu fais là? Hein? Et puis finalement, à un moment donné, un matin qu'elle s'est levée puis qu'elle était en forme puis en pleine confiance, elle s'est dit, ben le pire qui peut m'arriver, c'est qu'ils me disent non, tu sais, s'ils veulent pas que. Et puis finalement, ben, je vous dirais pas qu'ils se sont mariés et qu'ils ont eu beaucoup d'enfants, ça serait pas vrai. Mais vous verrez dans le livre, si vous le lisez, qu'est-ce qui en arrive. ouais, c'est ça, c'est une belle histoire. Oui, alors, et le dernier mot, c'est la mort. On a cette issue-là, tout le monde, c'est la seule Tout justice le dont on monde. est certain, et c'est un inconnu. Comment aborder ça? Quoi faire avec ça? Il y a, il y a peu et beaucoup à faire. Il y a peu à faire dans le sens que vous l'avez dit, c'est inévitable. Hein? On aura beau vouloir être éternel, ça va nous arriver. Je pense qu'il faut peut-être apprivoiser, en parler un peu. Quand on est vieux, ben, âgé, en parler avec ses propres enfants. Des fois, le fait d'en parler, Mhm. ça fait du bien, c'est libérateur. Puis si on a certaines fois, ou une fois que ce soit en Dieu, en ce qu'on voudra, à la réincarnation, ben, le vivre, si ça nous fait du bien, on n'a pas de certitude personne. Moi, je dis souvent, et ça c'est mon avis, hein, c'est pas nécessaire de le partager, mais je dis souvent, moi je sais pas, j'ai aucune idée de ce qui nous attend après la mort. Donc, si quelqu'un croit en Dieu, croit qu'il va aller au ciel, ben je me dis pourquoi pas. Puis si quelqu'un croit en Mhm. rien, ben je me dis pourquoi pas aussi. Mais c'est sûr qu'on espère, on a tous envie de se prolonger. Mais par rapport à la mort, ce que j'aurais envie de dire en terminant, Roland, c'est quand, justement, dans la COVID, une des choses qui m'a beaucoup indignée, c'est quand j'entendais les gens dire, ben de toute façon, il y avait 80 ans, puis elle avait tel âge, il restait peut-être un an ou deux à vivre, qu'est-ce que ça fout qu'il soit mort, tu sais, il était condamné. Mhm. Et ça, j'ai de la difficulté avec ça, parce que je trouve ça d'une prétention. Nous n'en savons rien. Qu'est-ce que je sais, moi, de l'importance qui vous resterait à vivre, Rolande, si vous étiez dans un CHSLD? Je ne vous le souhaite pas, en tout cas pas en ce moment. Qu'est-ce que j'en sais? J'en sais strictement rien. Je pense qu'une personne, c'est possible qu'il lui reste, et puis je ne parle même pas de 2 ans, 6 mois, un mois à vivre, mais peut-être que ce mois-là est important. Il y a peut-être quelque chose Mhm. à terminer, à clore, à pacifié dans ce mois-là. Alors, on n'en sait rien. Moi, je ne veux pas que quelqu'un. Je sais bien qu'il y a des gens très malades et puis qui souhaiteraient mourir. Ça existe. Mais ça existe aussi des gens qui ont quelque chose à boucler, à terminer. Puis on n'a pas le droit de présumer que parce que quelqu'un est fragilisé, puis a 80 ou même 90 ans, ben, c'est pas grave qu'il soit mort. Ben, voyons donc, sa vie était finie, puis il y avait mal partout, puis nous n'en savons rien. Et dans ce sens-là, je l'évoque aussi un peu dans le livre, je pense que la vieillesse, c'est une sorte d'œuvre à réussir et que ce bout de chapitre-là, à la fin, selon moi, il est très important. Oui, et c'est quand même pour ça aussi que il est très important qu'on vive notre vieillesse du mieux possible parce que ce temps-là qui nous reste, on ne connaît pas la longueur qu'il en a. On sait que ça va vite, même si on est plus lent, ou peut-être parce qu'on est plus lent. Ça va vite. Oui, Et un jour ou l'autre, ben, il va y avoir une fin. Alors, c'est ça, c'est d'en arriver à tirer le meilleur parti de notre vie, prendre des risques, ça c'est important. Et il y a un élément dont on n'a pas parlé parce que le temps file, mais c'est la joie. oui. La joie est Ah, importante. Il faut d'accord. on soit dans cet état-là. Je pense qu'il nous reste un petit peu de temps. Oui, essayez donc un petit peu de nous parler de la joie là, avant de finir. Mais la joie, c'est fondamental.
la capacité d'être joyeux, de se connecter, de se donner le droit. Quand je dis la joie, pour moi, là, c'est très, très large. C'est toutes les formes de joie, tout ce qui nous fait du bien, ce qui rend le moment présent plus beau, plus agréable, plus vivant. S'autoriser à vivre la joie. La joie, c'est quoi? En tout cas, pour moi, à l'occasion, ça peut être de tout foutre mon bric-à-brac, mon bordel, si vous me permettez cette expression vulgaire, de côté, puis de dire, ma petite fille s'en vient avec sa fille qui a 2 ans et je m'abandonne à ce moment-là. Je ne dis pas, ah ben sais-tu, j'aimerais mieux que tu viennes demain parce que là, bon, je vis pas ça en ce moment avec la COVID, mais je donne un exemple. Se donner de la disponibilité pour ce qu'on appelle les moments de joie. J'ai une amie qui a 80 quelques années, j'en parle elle aussi dans le livre, elle s'appelle Claire, et elle a un amoureux, elle a un amoureux, bon, mais elle ne vit pas avec par choix. Elle sait pas elle vit dans une résidence de personnes autonomes, pour personnes autonomes, et son amoureux vit dans une autre résidence pour personnes autonomes, et ils se visitent, puis parfois elle dort chez lui, puis parfois il dort chez elle, et je trouve ça formidable. C'est ce qui lui convient. Elle ne s'est pas dit, qu'est-ce que les autres personnes vont penser? Elle a un amoureux, ce qu'elle fait avec dans l'intimité de leur chaleur corporelle, ça ne regarde personne. Et pour elle, ça, c'est la joie. C'est ça, la joie. Si elle allait vivre avec lui parce que c'est mieux comme ça, puis que je risque moins d'être jugée, ben, on n'est plus dans la joie. Et elle me fait rire parce qu'elle me dit parfois, moi, j'adore ça, parfois avoir mon grand lit pour moi toute seule. Mais j'adore ça aussi de temps en temps, me coucher en cuillère. Alors, la joie, c'est ça, c'est identifier. Hein? Est-ce qu'il y a quelque chose de bon que j'aime savourer? Puis donc, je me prive tout le temps pour toutes sortes de raisons, parce que, bon, je fais un peu de diabète, ben, mon conjoint fait un peu de diabète. Ben, une fois de temps à autre, il se permet là, quelque chose qui savoure en petite quantité, mais qui lui donne un plaisir d'une intensité, un bon verre de vin. Bon, la joie, ça aide à vivre. Et il faut voir, quand on regarde un nouveau-né, on a probablement tous fait ça, tous et toutes surtout fait ça, sans plus ou moins en prendre conscience. C'est biologique d'être dans la joie. Si on regarde un nouveau-né, spontanément, naturellement, il va aller vers ce qui lui procure du plaisir, une sensation plaisante. C'est sûr que quand le bébé tète au sein ou au biberon, mais quand il tète au sein, c'est bien sûr pour survivre, pour se sustenter, pour s'alimenter, mais c'est aussi le plaisir, et on le voit, il ronronne, il grogne, c'est le plaisir que ça lui procure. Donc, naturellement, l'enfant naissant va vers la joie, et il n'y a pas de raison qu'en vieillissant, on cesse d'aller vers la joie, au contraire. En fait, faut imiter les enfants. Faut imiter les enfants. Pas dans le sens de retomber en enfance, là, mais dans le sens, je dis souvent, et je m'arrête là-dessus, les gens cherchent parfois, ceux qui sont seuls, cherchent parfois quelqu'un avec qui vieillir. Et moi, je pense qu'on devrait chercher quelqu'un avec qui rester enfant. Ça, il y a rien de plus formidable que ça. Voilà. Alors, retrouver notre âme d'enfant, mais sans être infantilisé pour autant. Alors, voilà, exactement. Et puis, il y a simplement, pour terminer, allons tous vers le mot, la réveillution, au lieu de la révolution, la réveillution. C'est important. Alors, on est capable, les boomers, entre autres, on est habitués à ça, on peut continuer. Avant de terminer, je voudrais dire que ceux qui veulent avoir le livre, il y a possibilité d'aller voir sur le stand de la maison d'édition, des éditions de l'Homme, sur l'onglet Salon virtuel. Ça, c'est important. Et aussi, il y avait une autre petite chose que je voulais... Ah oui, si vous voulez gagner le livre, il y a un onglet sous l'image et vous pouvez vous inscrire et qui sait, vous allez peut-être avoir le bonheur d'entrer en communication avec plein de beaux commentaires et plein de belles
de belles résolutions à prendre pour une saine vieillesse heureuse et joyeuse. Alors, merci beaucoup, Jocelyne Robert. Vous êtes quelqu'un qui ouvrait des chemins depuis longtemps. Vous êtes fidèle à la Maison d'édition de l'Homme et vous êtes, je pense, fidèle aussi à qui vous êtes et vous nous transmettez toute cette joie-là. Et c'est important. Merci beaucoup, Madame Robert. Et merci bonjour à vous, Ronan. C'est un plaisir. Je vous embrasse. Partagez. Bye. Bye.